intitule comme ça ce thème. Avec Payet de retour, titulaire, et Sanchez, double buteur, l'OM peut-il voir grand cette saison? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia, oui pour Vicage Dorasso, oui mais, petite nuance pour Benoît Tremoulinas. Oui, à ma grande surprise pour Deva Padou. Oui, et pas que. Avant, qu'est-ce qu'il y a plus que grand? Elle va nous le dire. Émilie Ross. Oui, en Ligue 1. Nuance de Raphaël. Benoît, c'est quoi ce mai? C'est quoi ce mai? C'est avec des champions? C'est le championnat? Expliquez-moi. Non, moi, le mai, c'est juste par rapport à Alexis Sanchez. C'est juste le côté physique, c'est tout. Techniquement, il a prouvé que ce week-end que c'était encore un super joueur parce que l'enchaînement, on ne croirait pas que c'est facile, hein, mais l'enchaînement sur le centre de Klose est très compliqué à faire. Hein. Sur un petit espace, ça va très vite. Il se la décale vite sur son pied droit. Il arrive à trouver le premier poteau en hauteur pour éviter que le gardien bouche l'angle. C'est très fort ce qu'il a fait. Et on voit que la vivacité est toujours là. Moi, c'est juste l'aspect physique. Ça fait longtemps qu'il n'a pas enchaîné les matchs. Est-ce qu'il va tenir si par malheur il se blesse, qui va le remplacer? C'est un peu ça. Payet, il est de retour. C'est logique. Voilà, oui, mais on a senti quand même qu'il y avait... je te montre qui est le patron pendant 3 matchs. Tudor pour... allez, il marque son territoire, mais j'oublie pas. Et puis maintenant, on y va. Et l'autre, il arrive un peu... il a été un petit peu l'incendie. Voilà, il a montré Tudor qui était le patron. Il a un petit peu puni parce qu'on sait très bien ce qui s'est, entre guillemets, passé. Voilà, Payet, c'est un grand joueur. Et moi, ce que j'apprécie chez Payet, c'est que si cette situation avait eu lieu il y a quelques années, je ne suis pas certain qu'il aurait eu le même comportement. Là, on sent qu'il a mûri, on sent que c'est un homme, c'est un capitaine. Comme il a dit, il s'est retranché dans le travail. Et ça s'est bien terminé pour lui. Et puis voilà, c'est un petit peu le maître à jouer de cette équipe. C'est le maître. Pour moi, Payet est plus important qu'Alexis Sanchez. Vicage Dorasso, est-ce qu'on comprend mieux le départ de Milik quand on voit ce match-là? Il aurait pu être utile, hein, Milik, pour tenir le ballon dans d'autres situations. Mais en tout cas, Sanchez, l'année dernière, Payet, il a réussi à être bon sans avant-centre, assez souvent. Oui, même parfois, il y en avait un, mais bon, il n'était pas là. Ouais. Et donc, ça veut dire que, il est capable de faire beaucoup de choses. Ça allait venir, voilà. C'était impossible de ne pas faire jouer Payet à un moment. Il a trop de talent, il est trop fort. Et voilà, l'équipe est très forte. Tudor, il est très déterminé, très dur, il sait ce qu'il veut. Voilà, il avait prévu, j'imagine, de l'intégrer à un moment. Ça arrivait plus vite que prévu puisque Gerson est blessé. Maintenant, c'est Gerson qui est peut-être en difficulté, mais ça risque d'être super. En plus, Sanchez, il met 2 buts complètement différents. Une grosse frappe et un but de renard des surfaces. D'ailleurs, la frappe, on a l'impression qu'elle est contrée, tellement c'est improbable l'angle qu'il trouve. Donc voilà, c'est un super joueur et c'est vrai qu'il peut s'éteindre aussi parce que physiquement, on ne sait pas où il en est, quoi. Ça devient costaud et avec le match qu'on a vu hier, en plus il faut se rappeler, enfin c'est face à Nice, on se rappelle de l'ambiance, rappelez-vous l'année dernière, etc. Il y avait quand même un peu de pression autour de ce match-là. Moi j'ai vu 2 joueurs qui se cherchaient et ça m'a vraiment rassurée. Ce qu'on a vu était beau et en plus c'est pas les 2 seuls qu'on retient de ce match-là. Concrètement la copie, elle était nickel. Un Klose qui sert à merveille. Celui qu'on voit moins à la rigueur en ce moment c'est Guendouzi versus l'an passé, mais en tout cas Tavares ne déçoit pas. Vraiment, je trouve que ce 11-là est très solide. Après, on sait évidemment que la réalité du championnat, ce n'est pas la réalité de l'Europe, mais en tout cas, je trouve que là, entre les choix de Tudor qui sont effectivement très fermes... Disons Rongier qui joue à sa vraie place, c'est pas idiot, par exemple. Ouais, après, hier, il y a ce poids-là où... Non, mais je veux dire, de le mettre là. Guendouzi, on a encore un doute sur le positionnement. On n'est pas sûr encore, mais en tout cas, Tudor a des choix forts et en l'occurrence, le terrain lui répond plutôt favorablement. Rappelez-vous des débats qu'on avait cet été avec les matchs de prépa. Alors cet été, j'étais en vacances, je ne me rappelle pas du tout. Oui, il y avait d'autres gens à votre place. C'était bien? Oh, c'était mauvais. C'était mauvais. Quelle honte. On les embrasse. Vous ne revenez plus en été, vous. Non, et de ce fait, on est quand même vraiment... Deva Padou, donc des joueurs qui sont habitués à ces hauteurs-là, qui ne trembleront pas quand ça va commencer à devenir un peu costaud, un peu plus compliqué peut-être. Est-ce que vous les voyez tenir longtemps? Oui, parce qu'il y a, moi je trouve quand même que c'est un effectif maintenant qui est riche. On a même vu qu'il y avait un latéral en plus qui était venu. Alors certes jeune, mais moi je dis à ma grande surprise parce que on est toujours plus intelligent après. Mais moi je regarde le point de départ. Et avant le début de saison, on était quand même dans un truc surréaliste. Le public qui l'a eu, les joueurs qui mènent une fronde qui dit pas son nom, le truc qui arrive jamais. Hein. Le championnat n'a pas commencé, on en veut déjà plus de Tudor. Je me suis dit, et des joueurs qui partent, Saliba, etc. Je me dis, mais ça va mal finir, ils ne vont pas passer le mois de septembre à cette vitesse-là. Le début de championnat, je me disais, ça reste quand même chaotique. Alors, au niveau comptable, ça le faisait, mais je me disais, ils s'en sortent bien contre Nantes. Brest, peut-être, doit les battre.
Là, ce que j'ai vu ce week-end, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et effectivement, quand tu as en plus 2 joueurs de la classe, et je pense qu'il n'y a quasiment pas d'équipe dans le championnat, on met Paris à part, mais dans le championnat qui ont 2 joueurs de cette classe technique-là devant Payet et Guendouzi, en sachant qu'autour, c'est vraiment costaud. Bah oui. Et ben, c'est pour ça peut. Allez, on vous pose la question rapidement tous. Ça suffira pour mener de front le championnat et Ligue des Champions, là, en l'état? Bah, en se demandant jusqu'où ils vont aller en Ligue des Champions, parce qu'attention. Non, mais l'idée, vu la poule, franchement, c'est ce qu'on disait au tirage. Mais alors, moi, je lutte contre ça, parce qu'effectivement, si tu tombes sur la poule, effectivement, Barcelone, machin, tu sais que tu es mort dans le film. Mais attention, Tottenham. Ça reste costaud, ça. Voilà, exactement. La poule, c'est une poule faussement jouable. Oui, mais on disait ça de Lille, ils l'ont fait, donc il n'y a pas de raison que l'on n'arrive pas à battre à domicile Francfort avec Sanchez et Payet, en vrai. Non, mais très bien. Et je minimise pas leur victoire en Ligue Europa. Mais je me souviens aussi de poules où on se disait, tiens, l'OM, ils sont tombés dans celle de Porto, etc. Tu finis bon dernier. D'ailleurs, tu finis dernier de poules comme ça. Il n'y a pas d'autre mot, Raphaël. Ouais, et tout part d'une enquête ouverte pour tentative d'extorsion à l'initiative de Paul Pogba qui viserait Mathias Pogba, l'un de ses frères. Samedi soir, Mathias Pogba publie une vidéo adressée à son frère Paul. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français mérite de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Alors cette vidéo de Mathias Pogba a ensuite fait réagir l'entourage de Paul Pogba par l'intermédiaire des avocats Rafaela Pimenta et puis également Hierro Moriba qui est la maman des 2 joueurs. Regardez les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura pas d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours. Alors selon nos confrères de France Info, Paul Pogba aurait confié aux enquêteurs de l'Office central de la lutte contre le crime organisé qu'il avait été piégé par des amis d'enfance et 2 hommes cagoulés armés de fusils d'assaut en mars dernier. La bande lui réclamerait 13 millions d'euros pour service rendu en assurant l'avoir protégé en toute discrétion pendant de longues années et l'aurait plusieurs fois intimidé depuis jusqu'au centre d'entraînement de la Juve où Paul Pogba aurait affirmé avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects. Toujours selon les informations révélées par France Info, le lieu, donc vous l'avez entendu, de Kylian Mbappé cité par Mathias Pogba dans la vidéo de samedi, il apparaîtrait bien dans cette affaire sans que l'attaquant parisien soit directement impliqué. Auprès des enquêteurs, Paul Pogba aurait notamment évoqué le fait que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à son coéquipier en équipe de France, ce que Paul Pogba aurait démenti aux enquêteurs. Hier soir, Mathias Pogba a réagi une nouvelle fois sur les réseaux sociaux accusant son frère d'avoir menti à la police. Regardez ce qu'il met. Paul, tu voulais vraiment me faire taire, quitte à mentir et m'envoyer en prison. Je m'en doutais. Maintenant, c'est avéré. Ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis, frère, manipuler les gens, c'est pas bien. Il n'est pas question d'argent. Tu m'as impliqué malgré moi. J'ai failli mourir par ta faute. Tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout cela sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traite et plus hypocrite que toi sur cette terre. Merci Raphaël pour ce rappel des faits. Dave Apadou, j'ai envie de qualifier de lunaire, c'est-à-dire que quand c'est arrivé ce week-end, je pense que tous ceux qui suivent le foot, qui aiment le foot, n'ont pas compris le séisme qui était en train de se passer. On n'est pas là pour parler d'une affaire qui sera judiciaire, ça sera sur un terrain, ça s'engagera peut-être par la suite. Pour le moment, nous n'avons pas d'éléments pour en parler. Rien que sur la façon dont ça se passe, c'est Pogba. Paul Pogba, c'est peut-être avec Benzema et Mbappé la plus grande star du foot français à l'heure actuelle. Ouais, quand on a vu la vidéo de Mathias Pogba, évidemment, je pense comme tout le monde, j'étais loin de m'imaginer ça, parce qu'en fait,
l'annonce des trucs, je me suis demandé si c'était pas un teasing plus commercial pour un lancement d'un truc. Vraiment, je me suis demandé ça, puisqu'il donne rendez-vous, il faut bien repréciser, sur sa première vidéo, c'est « je vous dirai des choses », etc. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas une annonce un peu étrange, mais j'en étais resté là. Puis derrière, évidemment, il y a le déferlement d'informations qu'on a de tous les côtés et qui, effectivement, on est sur un tout autre terrain et qui va sur un terrain très loin, judiciaire. En fait, ça m'amène une réflexion et un questionnement. La réflexion, c'est, on ne parle pas du fond, c'est une affaire judiciaire en cours, on n'a pas d'éléments, vous l'avez dit. Par contre, sur la forme, je trouve ça surréaliste, je peux le dire, lamentable, que quelque chose d'aussi intime, et il n'y a pas plus intime à mon avis que la famille, je pense, dans une sphère la plus privée qui soit, se règle en public. Moi, ça me dépasse. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais, parce que là, on n'est pas sur un truc, tu m'as piqué mon blouson, machin, etc. On est sur une affaire très lourde, je n'en connais rien. L'autre questionnement, et ça rejoint un petit peu votre lancement, comment le foot français fait pour se retrouver avec des histoires pareilles sur ces joueurs majeurs? C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a eu l'affaire de la sextape qui a engagé 2 joueurs majeurs de l'équipe de France, avec les conséquences qu'on connaît et qui ont été longues. Et là maintenant, c'est Paul Pogba qui se retrouve, je ne sais pas dans quelle position, mais qui se retrouve mêlé à une histoire, là encore, que tu ne vois dans aucun autre pays ou de pays de foot. Je me dis, mais comment les choses font qu'on se retrouve avec ce genre de situation sur des joueurs majeurs? Dave évoquait il y a quelques secondes l'affaire de la sextape. C'est vrai qu'il y a eu des précédents en équipe de France où des joueurs en bleu ont été concernés par des affaires extrasportives qui incluaient la justice. Il y a eu l'affaire Zaya, 12 avril 2010. Cette affaire ébranle le monde du football, peu avant la Coupe du Monde. La jeune femme révèle avoir eu des relations tarifées avec notamment Franck Ribéry et Karim Benzema, là des grands noms encore du football. Franck Ribéry, Karim Benzema sont placés en garde à vue après une procédure qui aura duré 3 ans et demi. Ils sont finalement relaxés dans l'affaire, mais bien sûr il y a eu des répercussions, notamment sur leur image, même s'ils avaient été continués, on avait continué à les appeler en équipe de France, notamment sous Raymond Domenech et Laurent Blanc. 4 novembre 2015, cette affaire de la sextape, Karim Benzema est placé en garde à vue, donc dans le cadre de cette affaire. Le Français aurait servi d'intermédiaire pour les personnes qui ont tenté de faire chanter Mathieu Valbuena. Il est de nouveau mis en examen, une affaire qui pénalise les 2 joueurs sur le plan sportif et de manière très grave. L'histoire, vous la connaissez. Ils ne seront pas appelés en équipe de France pendant très longtemps. Et Karim Benzema devra attendre plus de 6 ans avant d'être rappelé par Didier Deschamps. Lucas Hernandez avait lui aussi eu des ennuis avec la justice espagnole. Cette fois-ci, l'international français du Bayern Munich qui avait été convoqué en octobre dernier. Il reste 6 mois de prison pour non-respect des mesures d'éloignement avec sa compagne à la suite de violences conjugales. Bon, lui, il a été rappelé par Didier Deschamps. Et on termine avec l'affaire peut-être la plus récente, c'est Kurt Zouma et l'affaire de la maltraitance de son chat, reconnu coupable après une vidéo qui avait fuité sur les réseaux sociaux et qui était devenue virale. Deschamps avait alors évoqué une cruauté sans nom. Il ne l'a plus rappelé depuis cet épisode, même s'il ne l'appelait pas régulièrement. Mais vous voyez qu'à chaque affaire, la gestion est différente selon les sélectionneurs de l'équipe de France. Et Didier Deschamps adapte à chaque fois à chaque cas. Même si c'est encore différent, on pourrait rajouter aussi l'affaire Mendy, puisqu'en ce moment, il est dans un procès ultra médiatique et sordide à lire dans le journal, et, évidemment. Émilie, vous êtes une pro de la com, et je dis ça sans ironie. Hein. Les gens ne le savent peut-être pas, mais votre métier, c'est aussi la com. C'est gérer les réseaux sociaux, c'est une agence de communication, c'est ce genre de choses. Dave parlait de la manière de faire. Une fois de plus, sur le fond, on n'a pas les éléments. Donc on ne peut pas y aller. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la forme ? Moi, le fond, voilà, on le répète, mais la justice fera son travail à ce niveau-là. Moi, c'est sur la forme. Ce qui m'a choqué, c'est effectivement le fait de mettre ça sur l'ensemble des réseaux sociaux, créer des réseaux sociaux spécifiques à tout ça, promouvoir ces réseaux sociaux, faire un teaser, c'est-à-dire que oui, ça ressemble à une campagne marketing à la base, parce que tu sais qu'il y a un objectif et ça ne s'est pas fait comme ça. Toutes les vidéos ont été traduites en 4 langues sur l'ensemble des réseaux. Donc, ça ne s'est pas décidé en 5 minutes sur un coin de table. C'est construit, il y a un plan. Est-ce que c'est le meilleur plan en termes de communication ? Moi, j'étais très étonnée, par contre, du côté très personnel de la démarche aussi, parce qu'il s'adresse à sa communauté, il s'adresse à son frère suivant les tweets. Donc, c'est la forme de tout ça est très construite et à la fois très maladroite et du coup très personnelle, parce qu'on a l'impression de contribuer à un espace perso. Enfin, les tweets, ça ressemble à des SMS en fait qu'il aurait pu juste envoyer à son frère. Et moi, je suis très gênée
par cette communication, et en même temps ça marche et ça fait parler, parce qu'effectivement le fait de dire je vais vous annoncer quelque chose, ça va venir, ça va arriver, ouais. Mais par contre la forme n'est pas, en tout cas professionnelle. Il aurait peut-être fallu passer par un média, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus, mais ouais, la forme est très très étonnante. Ça c'est pour la forme. On va écouter, enfin lire plutôt, ce qu'a déclaré Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. À ce stade, ce ne sont que des rumeurs. J'adore Paul. J'espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France. Ça me permet de faire évidemment une liaison avec Benoît et Vikash qui connaissent cette équipe de France. Messieurs, chacun votre tour. La Coupe du Monde, ça vous a pas échappé. C'est dans 3 mois, hein, l'équipe de France qui va jouer cette Coupe du Monde, qui va défendre son titre. Je le disais tout à l'heure. Peut-être qu'à part Mbappé et Benzema, il n'y a pas plus important comme footballeur français médiatiquement, et on l'avait vu brillant en 2018. Benoît d'abord, est-ce que ce qui se passe là, sans préjuger de ce qui va arriver, ça va impacter le joueur qu'est Paul Pogba? Effectivement, ça va l'impacter parce qu'émotionnellement, je pense que ça va être dur à vivre. Alors après, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette affaire, donc on peut pas prendre parti puisqu'on ne sait rien du tout. Mais effectivement, ça va le toucher. Il n'avait pas besoin de ça, ouais, parce que effectivement, on dit une star de l'équipe de France médiatiquement, mais sur le terrain, depuis quelque temps, il ne l'est plus, puisque on a même parlé de Tchouaméni. En balance avec Pogba, ça veut dire que assez régulièrement ces voilà. derniers mois. Hein. Donc ça veut dire que sur le terrain, il n'est plus aussi star qu'avant, que la Coupe du Monde 2018 où il avait tellement brillé. Il se remet d'une blessure aussi. Physiquement, on se posait il a pris le risque de ne pas passer par l'opération. Exactement. Physiquement, on se posait même la question à se dire est-ce que ça va tenir jusqu'à la Coupe du Monde ou est-ce que ça va tenir durant la Coupe du Monde? Il y a pas mal d'interrogations. En additionnant en plus cette histoire-là, effectivement, émotionnellement, ça va être très dur pour lui. Donc, j'espère que cette histoire sera vite terminée. Juste pour compléter ce que disait Benoît sur le plan sportif, sur cette année 2022 qui a été compliquée pour Paul Pogba, 14 matchs seulement disputés avec Manchester United depuis le mois de janvier, aligné 2 fois seulement par Didier Deschamps depuis le mois de janvier dernier, et il n'a toujours pas joué avec son nouveau club de la Juventus Turin. Donc sur un point de vue très sportif, il a connu une année compliquée, Paul Pogba. Pour terminer avec vous, Vikash Dorasso, Didier Deschamps se retrouve à quelques jours de la Coupe du Monde. J'imagine que lui aussi, ça peut le mettre dans une situation embarrassante. Et on peut se poser la question de Paul Pogba dans la liste si rien n'est éclairci d'ici là. Ce qui était difficile avec Benzema et Valbuena, c'est 2 joueurs qui jouent en équipe de France. Il y a quand même une énorme différence. Mathias Pogba ne joue pas en équipe de France. Après, c'est avoir un jugement moral, a priori, sur ce qui va être révélé, parce que c'est quelque chose qui leur appartient. Voilà, c'est pas... Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie. J'espère que Mathias Pogba va décider de ne pas révéler. J'ai pas envie de savoir ce qu'il va révéler. J'espère que ça n'intéressera pas non plus Didier Deschamps dans sa prise de décision. Pogba est un grand joueur, il reste un grand joueur, même si demain on apprend que cela, voilà, ça ne change pas grand-chose. Il sera un joueur important et il sera, à mon avis, en équipe de France. Par contre, pour lui, ça doit être difficile à vivre en ce moment, être exposé sur les réseaux par son propre frère. Ça doit être compliqué. Moi, je trouve que, excuse-moi, je finis juste là-dessus, c'est la grande différence avec toutes les histoires qu'a rappelé Alicia. C'est que là, c'est une histoire familiale. Avant, il y avait un côté, c'était des éléments extérieurs, il était coupable ou machin, enfin peu importe, mais en tout cas, le fait est que il pouvait même tirer une force, même Benzema, il a réussi parfois. C'était un peu lui contre le reste du monde, lui contre je vais vous montrer, etc. Là, ça te touche dans ta sphère. Oui, puis il y a la maman qui doit prendre parti, tout ça. Mais c'est terrible. Moi, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. On connaît parce que le clan Pogba est aussi important, c'est affiché, etc. Et en plus, après le documentaire, etc. Mais c'est un clan et une famille qu'on a l'impression de connaître parce qu'on les sentait en tout cas très unis, etc. Donc, ouais, c'est réussi, il faut des tops et des flops. On commence avec les tops. Et je dois garder l'accent ou pas? Vous ne Très bien. Pas, moi je peux, je suis de là-bas. Alors, on va commencer avec Montpellier. Allez, Montpellier, le top, qui est bien connu un résultat historique, une victoire historique, la victoire 7-0 sur la pelouse de Brest. C'est la plus large victoire de Montpellier de son histoire en Ligue 1. 3 buts dans les 11 premières minutes. C'est aussi un record pour cette équipe de Montpellier et qui met fin à une série de 6 défaites consécutives en Ligue 1. Voilà donc pour cette équipe. Est-ce qu'il a sauvé sa tête, Olivier Delaglio? Elle vient à un très bon moment, celle-là. Ouais.
parce que c'est un oui déguisé, ça. Hein? C'est un oui déguisé. Ouais, non, mais c'est ça, mais parce qu'on le disait un petit peu, parce qu'on va parler de Reims un peu plus tard, mais il va y avoir un énorme stress sur tous ces clubs qui vont lutter pour le maintien avec les 4 descentes, on le rappelle. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes jusqu'à la 11e, 10e place qui vont être concernées jusqu'à très tard. Donc tous les points là qui sont en train de partir en vrille là, on les rattrape difficilement. Donc ce qui est spectaculaire, c'est la façon qu'ils ont eu de redresser la barre. C'en est même un peu surréaliste, ce score, cette performance. Donc ouais, ça arrivait à un bon moment. Ouais. Ils ont des beaux joueurs, hein, quand même, Montpellier. On avait du mal à comprendre qu'il n'y ait pas un peu plus de festival offensif. Non, mais on a vu un doublé de Valère-Germain. Point. C'est que vous voulez de plus. Vous êtes méchante, mais non, mais ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu comme ça? Ah bah ça fait 8 mois, je crois qu'il n'avait pas marqué. Alors, donc, en pleine paix, un bourre-pif comme ça. Ah mais attends, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais ils ont déroulé. Chaque occasion a été scorée. Il y a des jours comme ça à l'état de grâce, quoi. Ouais, enfin là, ça a été... ils ont été fortement aidés par Brest, mais au moins, on a vu un déroulé de ce que Montpellier peut proposer. Et je pense que pour la confiance, ils en avaient réellement besoin. À confirmer. Autre joueur, évidemment brillant, mais ça devient une habitude, c'est Seko Fofana, le Lensois, pour peut-être pas encore très longtemps. Qui a encore marqué avec Lens la victoire 2-1 face à Rennes. Un tir cadré, un but encore omniprésent dans le jeu. 74 ballons touchés, 95% de passes réussies. On va écouter son entraîneur Franquès sur son avenir à Seko Fofana. Vous savez qu'il est peut-être possible qu'il parte peut-être du côté du Paris Saint-Germain, ou d'ailleurs on va écouter Franquès sur l'avenir donc de son joueur. Non. Si j'avais l'assurance, je vous le dirais, mais comme je ne l'ai pas, je vous dis non. C'est assez simple. J'aurai l'assurance le 2 septembre. Il sait ce que je pense. Pas besoin de chercher à le convaincre. Elle lui incombe, elle incombe aussi à ce que des clubs fassent les propositions qui correspondent aux attentes du club et que ce soit des clubs qui correspondent aux attentes de Seko. Donc ça fait un certain nombre d'éléments, mais en tout cas, moi, il sait très bien ce que je pense depuis qu'il est arrivé. Il n'y a pas que moi dont il sait ce qu'on pense, je crois que le public lui a dit aussi. Il est au courant de tout ça, il sait où il est, il sait avec qui. Mais après, voilà, chacun a sa carrière à gérer et il prendra sa décision. Si une décision, il y a une décision à prendre. Ça ne l'amuse pas de mettre des buts normaux. Hein. Il faut toujours qu'il mette des buts venus d'ailleurs, Benoît. C'est le maître à jouer de cette équipe. Hein. À Marseille, il y a Dimitri Payet. Et ben là, c'est Seko Fofana. Il vous impressionne encore? Bah oui, chaque week-end, il régale, quoi. Moi, ce qui est quand même assez incroyable avec ce joueur, c'est que c'est un box-to-box. C'est-à-dire que défensivement, il est agressif, il est bon à la récupération, il se projette bien vers l'avant. Techniquement, on a vu le but ce week-end, c'est incroyable. Moi, je suis assez surpris que de très grands clubs ne se soient pas intéressés à Seko Fofana. Moi, un club comme Tottenham, j'aurais bien vu à Tottenham avec un Antonio Conte où il faut mettre de l'agressivité, où techniquement ça ressort bien le ballon. Moi, je suis très surpris que des très grands clubs ne soient pas venus aux infos. À suivre dans les 3-4 prochains jours. Parce que ça peut aller très vite. Alors effectivement, le coach a envie qu'il reste. Mais s'il y a des clubs comme Tottenham, on ne peut pas lutter. Non, mais tu as raison. Mais on ne se rend pas compte, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Franchement. Ouais, franchement. Ah si, mais je crois qu'on s'en rend bien compte. Ouais, Dominique Grimaud, par exemple, a un poster de lui. Il fait bien, il a bon goût. Il a beaucoup de goût. Mais il y a un truc, Vicage d'Horacio, c'est qu'il a fait le choix de carrière de venir à Lens. Il a fait le choix. Lens a mis l'argent, d'ailleurs, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Là, aujourd'hui, on a l'impression que s'il partait, vous voyez, il n'y aurait pas de rancœur. Il y a une carrière à gérer. S'il reste, ce serait formidable. On a l'impression que c'est fait en bonne intelligence. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il a un choix difficile. Alors, je ne sais pas s'il y a des vraies belles propositions, mais il sait où il est, quoi. Ça se passe vraiment bien. Moi, je me dis qu'à chaque fois, il va y avoir un trou. Il y a un moment où il va rater un match et ça arrive jamais, quoi. Et même sur la durée du match, il est assez impressionnant. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il respecte tout ce qui se passe là-bas et tout ce qui s'est passé. Depuis le début, il continue à bien jouer, il continue à être bon, il continue à respecter le système, les coéquipiers. Il n'en fait pas plus, il joue simple quand il faut, il prend la balle et il tente des choses quand il faut aussi. Voilà, c'est assez épatant. Autre top, le dernier de ce lundi, c'est Lorient, 5e de Ligue 1. Oui, qui a battu Clermont 2-1 grâce à un doublé de Mofi. Lorient a vaincu lors de ses 3 premiers matchs de Ligue 1. C'était pour la 3e fois de son histoire. Et il compte désormais 7 points après leurs 3 premiers matchs de Ligue 1 pour la 2e fois de leur histoire. Gros début de saison des Lorientais, mais pour autant, Régis Lebris pense que le chemin est encore long et qu'il faut un petit peu calmer tout cela. On est content effectivement de pouvoir avoir 7 points après 3 journées. On en a une qu'on rattrapera très prochainement.
Après, je dirais qu'il ne faut pas trop s'emballer. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour ce qu'on est en train d'installer comme processus d'entraînement, de développement, d'équipe aussi. On sait aussi que le championnat, il est vraiment très long. Là, on va prendre 4 matchs consécutifs, mercredi, dimanche. Donc, on aura le temps de faire les comptes à la fin et bon, sans doute s'asseoir sur ces 7 points qui sont utiles, mais chercher à évidemment augmenter encore le capital. Émilie, certains, et on peut le comprendre, avaient des doutes sur Régis Lebris, vient d'arriver, Pellissier a fait un beau boulot, enfin tout ça, bon, qu'est-ce que... Je pense que l'arrivée de ce coach, en tout cas là, pareil, la réponse sur le terrain, elle est là. Moi j'aime beaucoup sa déclaration, je la trouve très juste, en disant qu'il va falloir devoir, une fois qu'ils auront un peu plus de matchs à jouer, est-ce que ça va durer? Ils ont fait quand même victoire contre Rennes, un joli nul contre Toulouse. Ils doivent gagner contre Toulouse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ça se tient dans le jeu. Là où je le rejoins, c'est qu'il va falloir, on le sait, c'est sur la durée que ça va payer. Et donc, moi, je suis très en phase avec sa déclaration, mais du coup, je suis très rassurée par l'arrivée de ce coach, où en tout cas, ça a l'air de bien se passer, et on voit que le collectif répond bien, et ça, c'est important aussi. Vous voulez réagir en quelques secondes, Benoît? Ça me fait penser à Christian Gourcuff. Vraiment, il comparait. À l'époque de Christian Gourcuff, rappelez-vous, les débuts de championnat étaient incroyables. Après, ça s'est C'était l'équipe de l'été, souvent. C'est souvent ça. Mais cette année, autant prendre des points très tôt. Mais vous avez raison. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Effectivement. Allez, attends, on va finir sur le banc avec ces bêtises. On a le bonus, non? Bien sûr on a le bonus du baron. Mais vous pouvez oublier le bonus du baron, Greg. Vous n'avez pas assez dormi, vous, non? Le BDP, le bonus du baron, Alicia. Mais oui, un bonus consacré à Auxerre ce lundi, qui s'est imposé samedi face à Strasbourg. Bon début de saison pour le promu qui enchaîne un deuxième succès consécutif après celui du week-end dernier face à Montpellier. Cette fois-ci, premier succès à la Baie des Champs en Ligue 1 depuis le 29 avril 2012. Ça faisait quand même un petit bout de temps. Et l'histoire est belle, puisque c'est grâce à un but de Gaëtan Perrin, 6 ans et demi après son premier but en Ligue 1. C'était avec Lyon. Et il a enfin marqué son deuxième but dans l'élite, l'attaquant de 26 ans. Coaching payant pour Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la GIA, qui n'a même pas eu le temps de se retourner, qu'il y avait but. Écoutez-le. Non, mais ce qui est très rigolo, parce que à la fin du match, on s'est serré dans les bras parce que je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, change tout, tu vas jouer à gauche et tu mets Gauthier Anne à droite. Ouais. Et j'ai dit, tu dis à Mathilde de passer en 8. Et là, 20 secondes après, il met le ballon au fond. Donc c'était un truc de fou, alors il est venu m'embrasser. J-9 avant la Ligue des Champions, le PSG est souvent jugé à l'autre de cette compétition. Est-ce que c'est anecdotique ou problématique, ce match nul hier contre l'AS Monaco? Anecdotique pour Alicia, problématique pour Vikash, anecdotique pour Benoît. Ce match pose question parce qu'il ne veut pas écrire problématique, c'est Deva Padou. Anecdotique, allons, dit-elle Émilie Ross. Et anecmatique, car on aime l'humour, c'est Raphaël Sebaoun. Excellent. Je suis mort de rire. La grosse parade. On va avancer un peu, mais c'est bien. Bravo, mon Raphaël. Vous me dites, mon cher Vikash, que c'est problématique. Vous avez vu des failles hier? Oui, et alors déjà, Monaco a pu s'adapter, a proposé quelque chose en face du Paris Saint-Germain. Donc il y a des façons d'empêcher Paris de jouer. Et j'ai senti Paris incapable de switcher, de changer, de voir ce qui se passait. Et pas de réaction non plus pour Galtier. Il y a évidemment... ils vont très loin dans la possession de balles, ils essaient de ressortir. C'est trop d'efforts, pas grand-chose, pour très peu de succès. Beaucoup de prises de risques. Et à l'arrivée, peu de choses concrétisées. On a vu Neymar descendre très bas, prendre des risques avec des contrôles orientés. Si c'est intercepté, c'est directement occasion de but. Neymar, Messi, on n'a pas touché. Ils ont coupé les relais, les passes. Ils ont empêché Verratti aussi d'être important dans le jeu. Sanchez, moi je pense qu'il c'est peut-être un peu trop haut pour l'instant. J'espère qu'il est capable, très timide, incapable de se retourner, de prendre des risques. Donc il y a beaucoup de choses. Et surtout, c'est la réaction de Galtier, un peu surpris de ne pas le voir réagir. Il va être jugé à partir de maintenant. Vika, je parlais de Renato Sanchez. C'était sa première en tant que titulaire qui a remplacé Vitinha, qui était très bon jusqu'à présent. On a comparé le match d'hier de Renato Sanchez avec le début de saison de Vitinha. Voilà, ce sont des moyennes pour Vitinha. Et le match à gauche de Renato Sanchez. Il y a moins de volume, il touche moins de ballons que Vitinha. Il récupère moins de ballons que Vitinha. Mais là où ça a été flagrant, ça a été sur les duels finalement remportés, les duels gagnés. Seulement 20% de duels gagnés pour Renato Sanchez, qui a été en dessous de ce qu'avait proposé Vitinha depuis le début de la saison. Quand vous me dites anecdotique, allons, comme ça, parce que je lève les yeux au ciel, parce que je vous imagine. C'est exactement ça. Les yeux au ciel. C'est quoi? C'est parce qu'il y a eu plus de tirs, il y a eu des poteaux, et que vous dites que s'il y avait eu
3-1 et pas Nubel qui sort ses premiers arrêts depuis qu'il est à Monaco. Non, parce que je me dis qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant. Parce que du coup, c'est bien de voir les failles. Après, le grand début qu'on a vu, qui était exceptionnel, où on s'est un peu tous emballés, et je pense aussi peut-être que le coach aussi, là au moins ça a prouvé qu'une équipe avait compris en tout cas les failles où posait problème et que ça laisse du temps de ce fait pour réagir. J'aurais aimé avoir des réactions sur les changements de Galtier que j'ai pas vus. Ça, c'est voilà. Ça pour moi, ça a été plus problématique, c'est les changements, mais je pense que c'est anecdotique. On est toujours au mois d'août. Tranquillou bilou, on va se faire Turin, on va se faire la Juventus la semaine prochaine, on va y aller mollo et on verra tout ça. Anecdotique parce que ça peut aider dans une saison, Benoît, pour rejoindre ce que dit Émilie. C'est-à-dire que finalement, le début de saison un peu enchanteur, où tout le monde les voyait vraiment très forts, bah, c'est parfait, c'est le moment de corriger, on est encore dans les temps ? Je trouve que c'est très bien que ce soit arrivé aussitôt, parce que ça montre encore le chemin à parcourir pour cette équipe, pour qu'ils essayent de gagner enfin cette Ligue des Champions. Voilà, ils vont, je pense, faire énormément de vidéos sur ce match-là pour trouver un petit peu la stratégie à adopter pour gagner et essayer de sortir de ce piège un petit peu, parce qu'on a vu quand il y a énormément de pressing assez haut, bien coordonné. Ils ont étouffé aussi le milieu parisien. Mais Renato Sanchez, malheureusement, ce n'est pas Vitinha. Pour moi, oui, surtout hier. C'est un fantôme, le pauvre. Pour moi, Vitinha, c'est fort ce que je vais dire, mais pour moi, Vitinha, c'est l'homme de début de saison. Parce que c'est lui qui a soulagé Verratti. Vitinha, il fait encore plus que Verratti. Il récupère plus. Alors, je ne sais pas si au niveau des stats, c'est ça, mais l'impression que j'ai de regarder les matchs du Paris Saint-Germain, Vitinha récupère plus de ballons, encore plus fort techniquement. Il se projette encore plus vers l'avant. Les passes, c'est assez propre. C'est un joueur majeur et pour moi très important du Paris Saint-Germain. Compliqué à se sortir du 11. Il est sorti, on a vu Renato Sanchez qui a été très timide, pas de prise de risque. On a vu que techniquement c'était un petit peu compliqué. Sa première titularisation. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais on a vu une différence entre les deux joueurs. Et je pense que si Vitinha avait été là, le match aurait été différent. Alors, il a fait sa première vendredi dernier, il sera là chaque vendredi, mais comme cette semaine, on a Pierre-Antoine Damecourt qui n'est pas forcément toujours là. Ah oui, Pierre-Antoine a une grosse actu. Vous venez des soirs à nouveau. Comment ça va ? Ça va super. La famille était contente après le premier passage télé. Maman était ravie. Maman on embrasse Maman Pino. Elle a mis des posters dans ma chambre, tout est nickel. C'est de moi ? Oui, de vous. Pas de moi, elle en a beaucoup déjà. Oui, bien sûr. Bon il y a du beau monde autour de la table. Hein. Ouais. J'ai joué contre Benoît dans ma jeunesse. À quoi, au foot ? Au foot, ouais. Non, je déconne. Je l'aurais mis dans ma bio sinon, depuis longtemps. Ah oui, bon, avant le débrief du tirage de la Ligue des Champions, c'était jeudi dernier. On va passer tout de suite au trophée de la semaine. Alors, je récompense les meilleurs chroniqueurs et journalistes de l'équipe de Greg dans différents domaines. On y va. On y va avec le trophée du chroniqueur qui galère avec les expressions françaises. Nabil Djellit. Payet, après avoir eu quelques bons résultats, ça peut aussi finalement un peu retisser des liens. Oui, retisser des liens. Nabil, ça retisse sévère, j'ai l'impression. Petit coquin. Nabil, toujours avec le trophée du jeu de mots, suivi du petit rire de fierté quand il part de l'arrivée d'Éric Bailly à Marseille. J'ai été ébahi et je me suis excellent. Ouais, ébahi, c'est bon. Non, mais c'est bien. Pour compléter. Sur les bonnes bases. Sur les bonnes bases. Le trophée du journaliste qui se tape des micro-trottoirs bien relous, c'est à Marseille pour évoquer la rumeur Cristiano. Notre correspondant à Marseille est allé à leur rencontre. L'expérience, Cristiano c'est encore un level au-dessus et on a besoin d'un attaquant comme lui, si on a Cristiano devant avec Sanchez. Alors du coup on a eu d'autres idées de micro-trottoirs, ça peut être un petit peu étrange, regardez. L'arrivée de Ronaldo. On l'espère tous, vraiment. Le trophée de l'homme qui ne cligne jamais des yeux avec Anthony Clément, vous allez voir, c'est incroyable. On parle de son talent, mais quand on voit déjà les premiers la rétine est solide. Qu'il y a eu sur le fait qu'il refuse le brassard, 5 secondes déjà, la vache. J'ai eu sur les accrochages qu'il y a eu aussi entre ses coéquipiers. On est quasiment sur un suricate. C'est quelque chose qui peut durer. Et 10 secondes, Anthony très costaud. Vite pour que Payet. Enfin le trophée du présentateur qui a de l'autodérision, mais faut quand même pas déconner, Grégory Hacher. Greg, est-ce que vous avez vu le début de saison? Est-ce que vous avez vu la fin de saison de l'année dernière? Il vient juste de rentrer de vacances. Non, moi j'ai rien vu là, je suis arrivé il y a un quart d'heure. C'est une catastrophe à Manchester United, c'est une crise sans nom. J'ai l'impression que tous les joueurs qui arrivent là-bas. Faut même pas déconner. Un merveilleux travailleur, on le sait tous.
Hein, Benoît, c'est pas bien de moi, je vous adore. Bon, avant de faire un petit point sur Karim Benani, je vous propose de revenir sur l'émission de jeudi dernier. C'était le tirage de la Ligue des Champions. Grosse ambiance, événement, tout le monde était chaud. C'est parti avec notamment Johan qui parle pour le Paris Saint-Germain. Non, mais je veux parler, oui, Liverpool, voir un match à Anfield, sur ce stade extraordinaire de Dortmund, les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Des stades, c'est très important aussi, des stades magiques. De retrouver San Siro, GPB Hazza, d'ailleurs, San Siro qui pourrait peut-être un jour être démoli ou passer à autre chose, ou avoir allez hop, ça va finir comme ça. Excité aussi, Raphaël Sebaoun, qui avait une tendance à augmenter la voix. On va avoir le verdict dans un tout petit instant. Alors, ce sera la lettre F, ça sera avec le Real Madrid. Il restera Chelsea et l'Atlético de Madrid. On va vous le dire maintenant, ce sera avec le Bayern. Du mal à délaisser la boule avec pour nous dévoiler le groupe du Maccabi Haïfa. Ce sera le groupe du Paris Saint-Germain. Et on a imaginé ça dans la vie de tous les jours, imaginez un petit peu le travail. Sur son lieu de travail, la décision va être prise à gauche, à droite. Oui, il prend à gauche. Qui dit tirage au sort dirait compliqué, notamment quand vous parliez du meilleur groupe pour l'OM. Il y a une vraie préférence pour le groupe D, si on imagine une belle sortie. Le D, évidemment, à éviter à tout prix le C. Non mais le B. Le H, il ne peut pas y être. C'est de A à D. Non, c'est que de A à D, Dominique. Pour Marseille, c'est B et D. D et B. Éviter le C et le B. C'est D, B, A, C. A, C, bien sûr. Oh la vache. Dominique qui le lendemain a commenté le tirage de la Ligue Europa Conférence et Nice qui va rencontrer Slovako. Et bon bah là Dominique, bon. Slovako, ça fait un petit moment que je les ai pas vus jouer. Je vais vous dire un petit moment, je crois que c'est jamais, non? C'est pas grave. Jamais. Bah c'est bon. Nice Slovako, hein. Faut aimer le foot. Faut aimer déjà la vie. Voilà. Allez, je termine avec Karim Benani. C'était son retour la semaine dernière et Karim, il est compétent, il est pertinent. Mais il a juste un petit défaut, vous allez voir. La question était assez simple. Hein. Paqueta, départ de Lyon, a-t-il laissé une trace au club? Bon, réponse de Karim. Pas énorme parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions avec son club la saison dernière, qu'il n'a pas eu de référence notable dans des gros matchs. Alors oui, l'année dernière contre le PSG, mais il n'y a pas eu un match ou deux matchs ou même plus contre les gros références pour Paqueta. C'est un joueur capable de coups d'éclat, c'est un super joueur qui ne laissera pas une trace très ancrée dans ce club de Lyon. Sur cette question, je pense que tu évoquais sur l'aspect économique. Je vais me coucher. J'ai rien à ajouter, effectivement, quand vous appelez. Il n'a rien à ajouter, ça se voit tout de suite. Le départ de Guimarães, ça fait beaucoup de mal et c'est la raison pour laquelle, en deuxième partie de saison, la saison dernière, Paqueta a été mis parce que Guimarães n'était plus au club. Et je pense que. Aussi, dans ces cas-là. Mais regarde, c'est long, hein. On a avancé un petit peu parce que. Voilà. Qui vend franchement très bien. Oui, j'ai une bonne tête. Bon, je file à l'EHPAD. Merci, Antoine, et rendez-vous vendredi pour le replay